Lorsque j'ai commencé à parler des Souls-like sur cette chaîne, j'ai sorti 3 vidéos sur chacun d'entre eux, comparant leur lore dans sa globalité à certains événements ou certaines périodes historiques. L'idée était d'avoir une bonne base pour ensuite continuer dans cette lancée sur ma chaîne. Et pour ce qui est de Dark Souls, 2 de ces vidéos s'ancraient dans le contexte de l'Antiquité romaine. L'une pour la mythologie, concernant le feu primordial, l'autre pour l'histoire, concernant le système des seigneurs et des champions. À mon sens, il est plutôt clair que malgré les influences germaniques en nombre, le fond du lore de Dark Souls et de ses mécaniques nous est tout droit hérité de la célèbre Rome antique. Et aujourd'hui encore, je vais vous le prouver. Et ce, sans me contenter de m'attarder sur un seul épisode, car ce sont des éléments des 3 volets dont j'aurai besoin pour construire mon analyse. Dans ma vidéo sur les cours privés et les guildes, nous avons pu voir les disputes claniques dans Bloodborne. Et je vous propose maintenant la même chose avec Dark Souls, via les gens romaines. Munissez-vous de votre toge, car nous aurons besoin de faire valoir notre bon droit au Sénat. C'est parti. En Dark Souls 1, l'objectif est de faire tomber Gwyn, qui entretient le feu primordial en y consumant son énergie vitale, et de décider si on prend sa place ou si on met fin à l'âge du feu pour débuter celui des ténèbres. On reviendra là-dessus. Mais qui est Gwyn ? Eh bien, c'est le roi d'Anor Londo, la capitale du royaume, le seigneur des terres où vous circulez durant l'aventure. Mais c'est avant tout un dieu, une race quasiment éteinte dont les seuls autres représentants sont Nito, la sorcière du chaos, et Malus. Nous reviendrons sur ce dernier plus tard. Sachez simplement que les dieux régnaient sur Terre après avoir massacré les dragons qui remplissaient ce rôle jusque-là. Mais le seul qui s'érigeait véritablement en souverain, c'était Gwyn. Ce dernier prit d'ailleurs soin d'asseoir une véritable dynastie à Anor Londo, issue de son sang. Il se maria à une certaine Trivia, qui est soit dit en passant le nom d'une déesse romaine, au cas où vous auriez encore besoin d'indices. Ils eurent pour enfant une fille aînée, Guinevere, la déesse des rayons de soleil, un dieu de la guerre dont le nom disparut, et qui fut d'ailleurs connu comme tel, et enfin un petit dernier, Gwyndolin, le dieu du crépuscule. Ils avaient tout pouvoir gouvernemental dans la région, jusqu'au jour où le joueur les tua tous. Seul le second, le grand frère, échappa au massacre. Il obtint le titre de roi, mais ce n'était rien de plus qu'un mot, et il se retira au sanctuaire des dragons, où il donnera du fil à retordre à nombre de joueurs 2 tomes plus tard. Manus, de son côté, était le tout premier homme, ainsi que le dieu des ténèbres. Lui aussi combattit le joueur, mais ne mourut pas vraiment. Une parcelle de ces ténèbres survécut et s'incarna, devenant Nashandra. C'était à la fois sa fille et à la fois lui-même. Je vous l'accorde, c'est un concept un peu compliqué à saisir, donc restons-en là. Nashandra partit pour le royaume de Drangleic et épousa le roi de cette contrée, Vendrick. Elle s'y imposa en tant que dirigeante et se réserva la totalité du pouvoir une fois son mari disparu, sans doute à cause d'elle. Elle géra Drangleic d'une main de fer, jusqu'à ce que le joueur vienne finir le boulot qu'il avait entamé il y a des années de ça. Maintenant, rappelons qu'à la fin du 1, la lignée de Gwyn s'était éteinte et le feu laissé à l'abandon, selon votre choix. Les personnes qui vont se succéder pour le raviver vont former une nouvelle lignée dynastique. Chaque prince de cette famille vient au monde avec comme rôle défini de finir jeté dans le feu, pour le maintenir allumé une fois le moment venu. Et ce jusqu'au 3e jeu, où le prince Lothric refusera son destin. Mais le joueur, décidément fidèle serviteur du jeu, le forcera à un grand coup d'épée dans la figure à reconsidérer ses choix. Quel rapport avec les luttes familiales romaines, me direz-vous ? Bien, j'y viens. On va maintenant parler des gens. C'est un système typiquement romain assez connu. En gros, les Romains se regroupaient en clans issus de lignées communes. Lorsqu'ils faisaient quelque chose d'importance, c'était au nom de leurs gens, qu'ils honoraient en cela. Certaines gens devenaient ainsi plus puissantes, accumulant les hommes célèbres et les exploits. Il y avait donc une rivalité politique entre ces différentes gens, ce qui était le moteur principal dynamisant la vie politique à Rome. Sachez de plus que le nom chez les Romains se composait du prénom, et ensuite du gentilis. C'est le nom de la gens, et ça correspond un peu à notre nom de famille actuel, même si vous verrez que c'est plus compliqué que cela. Enfin bref, avec ça vous avez au moins un contexte général sur le sujet. Maintenant, quelques spécificités. Chaque gens était dirigé par un chef, nommé pater gentis ou magister gentis, et c'est le père de famille qui est préposé à ce rôle. Les gens étaient patrilinéaires, c'est-à-dire que cette charge revenait à chaque fois au fils aîné. Chaque gens avait également un devoir religieux à accomplir au sein des curies, des sortes d'associations décisionnaires à Rome. En termes de possession, les gens avaient des terres, également des clients, ce qui désigne des personnes sous leur protection sur lesquelles ils ont autorité. Pour finir, certaines gens finirent par se diviser pour des raisons ou d'autres, et ces subdivisions furent appelées des familles. Pour distinguer les familles issues d'une même gens,
les Romains ajoutèrent un troisième nom à leur nomination, le cognomen, ou surnom, qui est donc le nom de cette famille. C'est là qu'on peut faire quelques liens avec les jeux Dark Souls. Les grandes lignées régnantes, celles de Gwyn, celle de Manus ou encore celle de Lothric, étaient de grandes organisations familiales qui détenaient le pouvoir dynastique, ou en avaient pris possession sans y être légitimes à la base. Gwyn l'a pris au dragon, Nashandra à Vendrick, la lignée de Lothric à Gwyn. C'étaient ces grandes familles qui gouvernaient, même si ce n'était pas censé être le cas. Gwyn, à l'origine de ce système, était le père de sa famille, et c'était lui qui la dirigeait sans équivoque, en faisant véritable pater gentis. Ces lignées avaient de plus une certaine influence religieuse. Celle de Lothric entretenait le rite du feu, mais celle de Gwyn était constituée d'authentiques dieux, qui chapeautaient donc toute la religion de leur contrée. Les trois cas ici régnaient sur des terres, Anor Londo, Drangleic ou encore le royaume de Lothric, et ont donc nombreux sujets qui leur sont subordonnés. Enfin, ces trois lignées sont de base issues de la même. En effet, Gwyn et Manus sont tous deux des dieux, derniers représentants de leur race, et les dieux ont obtenu leur pouvoir et leur statut grâce aux âmes de seigneurs issues du feu primordial, dont le devoir sacré vit apparaître la lignée de Lothric pour y répondre. Toutes trois ont les mêmes origines, le feu, mais elles se sont divisées avec le temps, comme les familles pour les Gens à Rome. Le système politique de Dark Souls correspond donc assez bien à celui de Rome. Même s'ils n'ont pas le pouvoir, ou en tout cas ne sont pas censés l'avoir, de grandes lignées issues d'une même origine vont apparaître et multiplier les efforts pour asseoir une véritable supériorité, voire même une véritable domination sur certaines personnes. Organisées de manière hiérarchique par rapport à la position dans la famille, elles auront également une influence certaine sur la religion et s'occuperont de vastes territoires. De plus, ces grands clans finiront par se diviser, donnant de plus petites organisations familiales avec leurs intérêts propres. Et dans le cas de Dark Souls, c'est peut-être ce qui causera leur fin. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur cette trilogie.